Sans être spécialiste de la finance, il y a Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. La conséquence sur les bourses est immédiate. Dans le premier acte, le fondé de pouvoir informe le banquier des effets de la crise du subprime. Les marchés s'effondrent. Puis arrive un trader, accusé de tous les maux du système bancaire. Avec la complicité d'un grand journaliste, il devient le bouc émissaire principal afin de masquer le fonctionnement général des banques. Le deuxième acte s'ouvre sur l'Élysée et le président de la République s'enquiert de la santé du pays auprès de ses premiers et deuxièmes conseillers. Tour à tour, ils essaient d'avertir le président du tsunami qui s'approche, arrivant tout droit d'Amérique. Puis les banquiers, à leur demande, sont introduits. Ils essaient d'expliquer au président le risque systémique qui se prépare et la faillite qui en découlera. Et proposent leur solution, que l'État prenne en charge la crise bancaire qui résulte de la finance en chute. Nous arrivons au troisième acte. 6 mois plus tard, l'Élysée, le bureau du président. Voici, messieurs, l'objet de cette réunion. Nous y ferons le point, le tour de l'horizon. Et ça me semblerait élémentaire chose que vous aussi trouviez ma manœuvre grandiose. A-t-on jamais vu de plan plus audacieux? L'épisode, je crois, restera glorieux. C'est mon tempérament, c'est comme une nature. Je suis taillé vraiment pour la grande aventure. Les fronts de la planète, les grands défis du monde, je me rends malgré moi où l'événement gronde. Mon caractère entier a le goût du majeur, de l'extraordinaire et de toute grandeur. Mais en voilà assez de ma simple personne. Je ne suis pas du genre qui sur lui fanfaronne. Oh, mais non, ça se saurait. Messieurs de la finance, dites-moi tout de suite quel extrême degré atteint ma réussite. Monsieur le Président, celle-ci est immense. Votre action décisive a fouetté la confiance. Le coup a été rude au point de menacer que la finance vienne à toute s'écrouler. Mais vous avez paru, et votre intervention de la crise a signé la capitulation. Tous les marchés allaient entrer en agonie. Votre action a été un genre d'alchimie. La chose formidable est qu'on peut le flatter tout en restant d'une extrême sincérité. Il n'a pas pris 3 mois après la dégringole pour qu'enfin à nouveau la bourse caracole. Je ne sais pas chez vous, mais parmi tous mes gens, je ne voyais que des mines d'enterrement. Les mêmes, peu après, semblent miraculés. Du gouffre à l'euphorie, les voilà retournés. La salle des marchés à plein régime tourne. Vous verriez les milliards qu'à chaque heure elle enfourne. Il n'y a aucun prodige. Le miracle est laïque. Il suffit d'observer et tout ceci s'explique. Ce chef-d'œuvre est celui de la Banque centrale. En toutes ses largesses, elle a été royale. Du crédit sans limite, presque à 0%. Cette liquidité s'amasse en nos bilans. Comme vous, j'en suis sûre, je ne la prête pas. Je l'envoie à la bourse reprendre la nouba. Nous faisons tous pareil et c'est la raison même. Il n'y a la matière à aucun anathème. Il faudrait être fou pour ouvrir les crédits dans l'état si piteux où est l'économie. Car il faut bien le dire, de leur côté à eux, le climat général n'est pas des plus fameux. Recommencer les prêts, c'est prendre un trop gros risque. Celui que nos profits et les défauts nous confisquent. Je vois monter d'ici les mauvaises créances. Ne comptez pas sur moi pour jouer l'ambulance. Ne prêchez pas, monsieur, je suis inconvaincu. Nous avons tous ici le même point de vue. De l'abondant concours de la Banque centrale qui n'aurait le souci de l'usage optimal. Quant à moi, je sais bien ce que je dois en faire. Et j'incline à penser que le plus salutaire est encore à la bourse de l'aller investir plutôt qu'en l'industrie de le laisser croupir. La croissance flappie, c'est sans doute fâcheux, mais à la vérité, qui pouvons-nous, monsieur? Le plus joli étant que faisant tous pareil, ce sont de belles sommes qui la bourse réveille.
Il nous faut savoir gré à la Banque centrale. De la liquidité, le flot phénoménal injecté au marché est une adrénaline. On ne pouvait trouver meilleure médecine. Ajoutez à ceci la quasi-gratuité des fonds que nous pouvons à gogo emprunter. Les marges sont somptueuses, les encours épatants. Jamais profit ne fit retour si promptement. Puis-je vous dire un mot vraiment en confidence? J'ai accru les bonus. Nous refaisons bombance. Nous l'avons mérité après tant de tourments. De vous à moi, monsieur, je vais en faire autant. Mes morveux me menacent de prendre l'escampette si je n'élève pas leur cachet de starlette. Savez-vous qu'à Wall Street, tout comme à la City, l'époque est revenue de toutes les folies. Ce sont des garnements, ma foi, je les adore, sauf à trop exhiber leurs voitures de sport. L'opinion, paraît-il, la finance maudit, et commence à s'en prendre à leur Maserati. Faudrait-il nous cacher, feindre d'être morose? Le peuple qui est sot n'entend rien à ces choses. Il ne veut pas comprendre que la concurrence s'arrache les meilleurs, nous vole l'excellence. Messieurs, votre aparté est bientôt si sonore que l'on vous entendra jusqu'aux places offshore. Aussi de m'immiscer, je prends la liberté pour vous recommander de ne pas trop plastronner. Vous méprisez le peuple, et c'est bien votre affaire. Vous avez de la chance. Il est moins sanguinaire qu'à certaines époques où ceux de votre engeance voyaient sur une pique finir leur arrogance. Sommes-nous au palais ou dans un groupuscule? De la Révolution êtes-vous un émule? En ce lieu débutant, j'ose à peine parler. Mais à vous, je peux dire vos 4 vérités. Celui-là refuse tout propos contrariant. Vous seul aurez donc droit à mon ressentiment. C'est mon prédécesseur qui, partant, m'a instruit. Je ne pouvais le croire. Il n'avait pas menti. Tous autant que vous êtes, race particulière, vous êtes des sortes de révolutionnaires. Oh, sans doute l'êtes-vous paradoxalement, car c'est vous qui sapez vos propres fondements. Ne voyez-vous donc plus aveuglé que vous êtes le spectacle affolant, l'impression que vous faites? Vous élisez l'abus comme nouvelle norme. L'opinion est choquée. Le scandale est énorme. Par vos comportements tous plus inadmissibles, vous faites enrager les gens les plus paisibles. Avez-vous conscience de l'effet que produit le secours empoché, mais sans contrepartie? Vîtes-vous autrefois dans quelque cinéma ce film qu'on appelait « Prends l'oseille et tire-toi » Vous offrez ce spectacle, mais en bien moins comique. Vous renflouer ainsi aux dépens du public vous vaudra son pesant de haine légitime. Non content de l'aubaine, vous ajoutez en prime le refus des crédits, le retour des bonus, comme si au public vous tendiez le médius. Après tout, pourquoi pas? Paraissez au balcon. Allez, pour une fois, vous auriez de la classe. La vraie provocation réclame un peu d'audace. Vous mollissez, vous pâlissez, c'est si bizarre. Vous n'avez pas le cran du dernier des Lascars. Oh, mais vous êtes pire que l'autre conseiller. Mais nous vous dénoncerons, nous vous écraserons. Je croyais les banquiers confiés en componction. Puis-je vous conseiller de retenir vos mots, car je peux moi aussi en lâcher tout de go. Voulez-vous que je parle des traders, des bonus, de votre obscénité quand tout fait collapsus? L'argument d'excellence, le chantage à la fuite, ou comment justifier l'engrais des parasites? Vos génies supposés sont de parfaits nuisibles. Ce sont les plus brillants qui sont les plus pénibles. Ceux-là se croient habiles aux produits très complexes, mais des pertes futures, leur talent est l'index. Ils risquent tant et plus, croyant tout maîtriser, inconscients qu'à la fin tout va leur échapper. Ils peuvent nous quitter, nous n'aurons nul regret. Ne craignez surtout pas de garder les benets. Maniant des produits simples et beaucoup moins scabreux, ceux-là, moins dégourdis, sont moins calamiteux. Vos virtuoses fuiront si on les contrarie, mais qu'à cela ne tienne, montrons-leur la sortie. Nous leur tenons la porte, la voilà grande ouverte. Nous retiendrons nos larmes à cette horrible perte. Mais c'est ignoble, je suffoque. Dès le premier regard, je vous ai avisé. Vous êtes une taupe.
un agent infiltré. Je suis seule de mon genre. N'ayez crainte, messieurs. J'ai fort peu de pouvoir, on m'écoute très peu. Soyez surtout certains que vous avez l'oreille de tous ceux qui ici peuvent donner conseil. Invité permanent, vous avez table ouverte. La plus grande attention vous est toujours offerte. Au milieu du pouvoir, vous êtes enquistés. Et le risque est si faible que vienne à se briser l'idylle de la banque et de la politique. Terrible confusion, devenue organique, au terme de laquelle vous écrivez vos lois, faisant un ustensile de ce qui fut l'État. Vous luttez pied à pied afin de maintenir les innombrables aises dont vous avez pu jouir. Privilèges, licences, déréglementations, vous aurez, c'est certain, toute satisfaction. Cette restauration, cet écœurant chef-d'œuvre est le fruit annoncé de toutes vos manœuvres. Regardez vos confrères, un friolant spectacle, tout occupés à faire oublier la débâcle. Monsieur le Président, votre haut patronage nous offre l'occasion de multiples hommages. À votre action d'abord, qui fut incomparable et victorieusement éloigna l'innommable. Mais à votre sagesse, nous devons tout autant la grâce que nous vaut le parfait agrément de vous entretenir et d'avoir votre oreille pour éloigner de vous tous les mauvais conseils. Nous savons le courroux qui saisit l'opinion, tout ce qui se fermente, toute l'agitation. Nous entendons la rue, rougeoyant comme forge, vouloir nous châtier et nous faire rendre gorge. Le peuple est ignorant, livré aux démagogues. Outrance des raisons sont ces violentes drogues. Il n'est que passion brute, impulsion sans contrôle, un bloc d'emportement et de fureur un môle. Mais nous craignons surtout que des opportunistes sans vergogne, excitant la fibre populiste, propagent leurs idées, infestent les esprits. Ils ne nous veulent plus que raides et oxy. Même les modérés sont assez dangereux. Incontestablement, ils semblent moins hargneux, et s'ils n'ont nul projet de nous éradiquer, ils ne veulent pas moins nous faire réguler. Il ne faut rien en faire, Monsieur le Président. La chose n'aurait que de grands inconvénients. A-t-elle en apparence le renfort du bon sens? Elle n'en est par là que plus grande démence. Le marché de la crise doit sortir raffermi. Certes, il connaît parfois quelques péripéties, mais toute la nature est sujette à des cycles. Il n'y a pas là de quoi édicter des articles. Qui voudrait s'opposer au retour des saisons, empêcher des planètes la révolution? Au marché, nous devons ce genre de sagesse. À ces fluctuations, il faut que l'on acquiesce. Réguler, c'est contrarier l'ordre naturel dont tout l'agencement est si providentiel. Certes, ces variations parfois nous déconcertent. Il faut les accepter et qu'elles soient souffertes. Car c'est fort peu de choses, j'ose dire presque rien, comparé aux merveilles, aux innombrables biens que le marché dispense par ailleurs sans compter. C'est cela, votre Altesse, qu'il nous faut préserver. Certes, votre grandeur, une crise a eu lieu, mais pour autant faut-il en déformer l'enjeu? Il n'y a eu qu'un microche, à peine un incident. Voyez comme à nouveau, nous sommes bien portants. N'est-ce pas là la preuve et l'évidence même qu'il ne faut surtout pas modifier le système? Monsieur le Président, considérez aussi que toute la finance offre à l'économie. Diriger le crédit, allouer le capital, nous faisons circuler son fluide vital. Toutes nos interventions ont pour finalité de lui donner toujours plus d'efficacité. Nous n'avons donc en vue que l'intérêt commun et ne pensons jamais qu'à nos concitoyens. Pour leur grand avantage et leur satisfaction, il nous faut nous laisser faire, c'est une mission. Nous nous en acquittons avec grand enthousiasme. C'est la régulation qui conduit au marasme. La mission, l'enthousiasme et l'intérêt commun. Ne sont-ils pas touchants, nos bons samaritains? Oh. Ah, le joli spectacle, les merveilleux acteurs. On les croyait arsouilles. Ils sont nos bienfaiteurs. Plus c'est gros, plus ça passe. Pourquoi se retenir? Puisque dans les palais, ils s'en trouvent pour ouïr de pareilles fadesses, de ces énormités.
un moment de recul, je peux bien vous l'avouer, pourrait presque m'induire à de l'admiration. Leur culot, leur audace, leur désinhibition portent à son plus haut la marque d'une époque où il n'est quelque chose que les puissants ne moquent. Ni la réalité, ni les faits d'évidence, moins encore la bonne foi, pas plus que la décence. Cynique ou crétin? C'est toute une question. Une aimable réplique répond de sa façon en disant de ces gens qui n'ont aucun arrêt à ce qu'ils osent tout. Là, on les reconnaît. Altesse, vous savez notre amour du public et notre permanent souci démocratique. Nous ferons face à nos responsabilités. Mais plutôt qu'à quelques imprudentes réformes, nous croyons bien meilleur d'en appeler aux normes. Non celles de la loi, mais celles bien plus hautes auxquelles nous devons la prévention des fautes. Je pense à la morale, à ces devoirs sacrés qui des textes se passent pour se mieux conserver au fond de la conscience, ce parfait tabernacle, d'où émanent sans cesse ces étonnants miracles. Tous ici rassemblés en ce jour solennel, nous voulons de l'éthique affirmer le modèle. Loi et régulation sont toutes oppressives, quand les forces de l'âme sont bien plus décisives, où la législation est par soi haïssable, les élans de conscience sont vraiment admirables. Si le marché ne veut pas la régulation, il appelle en revanche la moralisation. Nous nous y engageons comme dans un défi. Quel historien dira la palingénésie est la forme bancaire de l'éternel retour. Récurrence des crises, constance des discours. Le système est parfait. Il n'y faut point toucher. Le mal vient de ce que des fâcheux ont fauté. Mettons-les à l'index, rappelons la morale, un zeste de principe, un soupçon d'eau lustrale, et nous voilà armés pour la prochaine fête. Avez-vous la mémoire de la bulle Internet? Leurs promesses d'alors et celles d'aujourd'hui rendent le même son de la palinodie. Le véritable cycle n'est pas celui qu'ils disent, c'est celui des mots creux dont ils se gargarisent. Voilà une matière où celui-là excelle. Les paroles ont l'air, les propos en nacelle. Car il n'aime rien tant que les poses martiales, celles qu'on acquitte en fausse monnaie verbale. Voyez comment il va leur emboîter le pas. J'ai décidé, messieurs, de mettre le holà aux mauvaises pratiques et aux excès coupables. D'une forte parole que je veux mémorable, j'énonce les principes et je dis la doctrine. En haut de la vertu, je veux que l'on culmine. À compter de ce jour, le monde s'y pliera, car ces choses auront été dites par moi. Ayant réglé la crise au plus fort de l'urgence, je préviens maintenant toute autre turbulence, tout en réaffirmant que le capitalisme est comme le soleil de notre héliotropisme. Nous ne devons jamais laisser de nos orbites déformer l'elliptique, altérer le zénith. Voyez un peu comme ces mots miraculeux, d'un tout soudain inspire, me descendent des cieux. J'ai mes glossolalie, mes pentecôtes à moi. Je peux prophétiser puis dire la loi. Ici, je dis qu'il faut observer la vertu. Le capital est bon quand par elle, il est mu. Son ordre spontané est quasiment parfait. De la morale en plus, et il est tout à fait. Messieurs les conseillers, arrivez par ici. Je veux faire un discours qui marque les esprits. Choisissez-moi un lieu propice à ovation. Envisagez le sud. Et pourquoi pas Toulon? Ouais. Un an plus tard. Mon cher Premier ministre, je vous reconnais bien, avec vos yeux battus de basset artésien. Avez-vous des soucis?
Des choses vous tracassent? Vous êtes impayable. Le monde entier vous froisse. Je ne vous connais que la mine déconfite. Ah, je suis à la tête d'un État en faillite. Vous l'avez déjà dit. Mais cette fois, c'est vrai. Détendez-vous, mon cher, il n'y a pas de télé. Nous sommes entre nous. À quoi bon simuler? Monsieur le Président, je l'admettrai sans peine. Le coup de la faillite était une rengaine. Mais aujourd'hui, croyez-moi, je ne plaisante plus. L'esprit de comédie est tout à fait exclu. Comme par un effet de justice immanente, avant-hier surjouée, maintenant bien présente, la faillite nous gagne et disloque nos comptes. Des dépenses l'envolent, des recettes la fonte, le budget de l'État est en train de sombrer. De mon abattement, vous ne pouvez douter. Monsieur le Président, cette fois j'ai bien peur que le Premier ministre n'ait pas trop à forcer pour se montrer sinistre. La vérité est là, quelque peu alarmante. Le déficit se creuse et la dette est démente. Rescaper la finance n'a jamais voulu dire que répondre à l'urgence et repousser le pire. C'est une conséquence quasi automatique que la dette privée devient dette publique. Double métamorphose, quasiment imparable, qui révèle le coût du geste secourable. Oui, soulager les banques de leurs pertes toxiques a méchamment mouillé les finances publiques. À quoi s'ajoute ensuite, pour la bonne mesure, l'effet de la croissance se cassant la figure. À regarder les chiffres, il est très évident que cet enchaînement sera le plus criant. Une crise bancaire, les suites sont connues. La réduction des prêts à la portion congrue, mais l'investissement tout d'un coup en carafe. Et la consommation prend une même baffe. Ce n'est plus un trou d'air, mais bien un précipice. Enterrons la croissance, messieurs! De profundis! Même le plus vaillant ministre des Finances ne pourrait endiguer pareille malfaisance. L'impôt ne rentre plus. Les prestations s'envolent. C'est de la récession que nos comptes s'affolent. Pour couronner le tout, nous ferons bientôt face à la mauvaise foi des banques de la place. Vous les verrez, unis, j'en avertis déjà, nier, sans hésiter, rien devoir à l'État, au motif que les aides ont été remboursées. Elles se clameront tout à fait acquittées. Et que voudriez-vous opposer à cela? Tout simplement, monsieur, l'argument que voilà. La crise, en fait, est double. Dissocier ces parties est la plus frauduleuse des hypocrisies. Comme si le séisme avait eu le bon goût de s'arrêter aux banques. Et puis plus rien du tout. Qu'il fallut les sauver leur paraissait moderne. Mais la suite, allez croire, en rien ne les concerne. Des effets jusqu'aux causes, il suffit cependant de remonter la chaîne pour voir évidemment que la récession suit de l'arrêt du crédit. Et l'arrêt du crédit des banquiers déconfits. Que leur déconfiture est le fait de leur faute. Où sont-ils? Et leur implication, on ne pourrait plus haute d'un bout à l'autre de cette calamité. Celui-là, à son tour, commence à m'échauffer. N'a-t-il pas cependant quelques points pertinents? De mon sort, je vous avoue le désagrément. Coupée de ses vraies causes, la crise de l'État apparaît autonome, incommande, sans pourquoi, qui condamne, à part comme toujours l'usuelle imputation, qui condamne l'État à la divagation. L'impécuniosité entre dans son essence, répète ceux-là même qui ont l'outrecuidance de le vilipender, sauf quand leur turpitude les pousse
acquérir toute sollicitude. Ne pas incriminer les vrais fauteurs de crise, c'est donc vous exposer à toutes les méprises, à commencer par celle qui jettera l'opprobre sur l'État, réputé inapte à être sobre. Tour extraordinaire, extrême, suprême habileté. La crise financière se fait donc oublier. Et de crise privée se fait crise publique. Subtil, escamotage, chiasme machiavélique. Le monde est abusé et n'y voit que du feu. L'État, isolément, devient le seul enjeu. Déplacement mortel, fatale translation. Et vous seul, Monsieur le Président, concentrez les attentions. L'État de sauveteur devient un accusé de son intervention. Qui donc lui saura gré? L'État est le problème, c'est ce que tous crieront. Et savez-vous le pire? Les banquiers s'y joindront. Messieurs les banquiers demandent audience. Monsieur le Président, souffrez notre ambassade. Venue en toute hâte, car c'est la débandade. À nouveau, les marchés cèdent à la panique. Ventes à découvert, pertes catastrophiques en ont réarmé la mécanique infernale. Nous sommes menacés d'un plongeon abyssal. Cependant, Votre Altesse, ne vous y trompez pas. Ce ne sont les subprimes qui repassent les plats. Cette crise tout autre n'est en rien comparable à l'incident mineur et presque négligeable qui nous vit un instant dans la difficulté, mais qu'avec bonheur nous avons surmonté. Considérant l'alarme, la gravité des faits, il est de nos devoirs, ayant dit nos respects, de dire également que dans cette thrombose, c'est vous que l'on attaque et qui êtes en cause. Il nous faut vous porter ce message un peu rude, que des investisseurs, la nouvelle inquiétude qui vous prend pour objet n'est pas à justifier. Nous dirions même qu'elle est très bien fondée. Monsieur le Président, c'est la dette publique dont le niveau est devenu astronomique. Elle est, il faut le dire, source de tous les maux. Vos déficits s'abassent, ils sont pyramidaux et mettent en péril la solvabilité des titres nationaux autrefois réputés. Vous savez l'amitié que tous nous vous portons et aussi nos hommages dus à votre fonction. Mais c'est notre devoir de vigie impartial, d'alerter le pays quand les choses vont mal. L'avis est partagé, l'opinion unanime, que vos finances sont tout au bord de l'abîme. Votre personne, Altesse, n'est en rien concernée. Ce sont vos fonctionnaires qui ne savent gérer. Voilà. Ne suffit-il de dire le mot de fonctionnaire pour entendre incurie, gabegie nécessaire? C'est le drame public, fatalité des sens, illustré par l'histoire, confirmé par la science. L'État est incapable. Il ne sait pas gérer. Il ne sait même pas imiter le privé. Monsieur le Président, pour toute leur rudesse, ces mots n'en sont pas moins d'une grande justesse. L'État doit se reprendre. Il doit se réformer. La situation est grave. Elle peut basculer. Les marchés sont inquiets, et légitimement. De votre dette, ils redoutent l'emballement. Ils craignent de vous voir devenir insolvable. Et que votre défaut, autrefois improbable, détruise ce qu'en vous, ils avaient de confiance. Or, que font les marchés en telles circonstances? Ayant peur que leur gain, un défaut leur confisque, ils bazardent vos titres, abandonnent vos risques. Les cours chutants font monter les taux d'intérêt. De là le poids accru que prennent tous vos prêts. Déjà préoccupant, votre problème empire. Dites-moi, quel degré n'atteint pas ce délire? C'est le délire de votre monde rêvé. Monsieur le Président, ces propos sont fondés. La défiance est très grande. Les marchés dégringolent. Et nos taux d'intérêt, soudainement, s'affolent. Je vois monter le coût de nos fonds empruntés. Et le cercle vicieux s'auto-alimenter. Plus notre dette monte, plus les marchés s'inquiètent. Plus les marchés s'inquiètent, et plus cher ils nous prêtent. Plus cher nous leur payons, et plus nos dépenses croissent. De sorte qu'à la fin, les déficits s'entassent. Ce système est pervers. Et perfidie suprême, la dette toute seule s'y fait croître elle-même. Mais comment pouvons-nous sortir de cette nasse? Il faut tuer ce système.
L'envoyer à la casse. Monsieur le Président, vous n'avez pas le choix. Aux ordres du marché, vous devez faire droit. Ce ne sont pas des ordres, c'est la simple sagesse. La raison éternelle qui nous fait la promesse des comptes bien tenus, de la prospérité. C'est un impératif. Il faut s'y conformer. Et sans aucun regret, car c'est la vertu même. De tout votre crédit, la rigueur est l'emblème. Pourquoi donc redouter ces aspects douloureux? Il n'est pas de douleur quand on est vertueux. Monsieur le Président, ces messieurs parlent d'or. C'est le mot qui convient. D'ailleurs, il nous honore. J'aurais bien fait rimer avec alligator. Mais la règle des vers est parfois difficile. Et qu'à cela ne tienne, je prendrai crocodile. Quoiqu'avec à l'esprit comme une hésitation. La bête devra-t-elle désigner ses banquiers, ou plutôt celle à qui on les ferait manger? À moins que, cheminant à partir de sauriens, on en arrive vite à parler de vauriens. Monsieur le Président, vos amis ont raison. Écoutez leurs avis. Jaugez la situation. C'est bien qu'imprudemment que nous avons laissé creuser les déficits et la dette exploser. Il faut de toute urgence y mettre le holà. Je m'en vais annoncer la rigueur de ce pas. Mais ne craignez-vous pas d'ajouter au marasme, d'amener la croissance à l'état d'ectoplasme? Monsieur le Président, prenez le bon chemin. La rigueur aujourd'hui, la croissance demain. L'économie se meut dans cet ordre immuable. Vouloir le renverser serait épouvantable. Monsieur le Président, la crise se propage. Et c'est l'Europe entière qui fait bientôt naufrage. Partout, les mêmes causes, donc les mêmes effets. Pour le lancinant problème des budgets, les dettes souveraines sont toutes attaquées. Tous, à la même urgence, nous sommes confrontés. Regagner la confiance de nos investisseurs nous oblige unanimement à la même rigueur. J'entends bien le chômage, les usines qui ferment. Ne disons plus rigueur, bannissons jusqu'au terme. Car le peuple est bien trop prompt à l'affolement. Il faudra par après expliquer longuement qu'au-dessus de son bien, il se trouve des lois. Lois quasi naturelles qui ne souffrent donc pas qu'on puisse avoir l'idée d'y déroger jamais ou de leur témoigner un respect imparfait. Tout comme les planètes ont leur révolution, l'économie possède sa gravitation. Il serait assez fou pour d'un coup exiger des gras vers le haut, de maintenant chuter. Nous devons déférer aux lois de l'univers. Et c'est pourquoi je dis la rigueur nécessaire. Yes! 6 mois plus tard. Mon cher Premier ministre, et quand je dis mon cher, ce n'est pas figuré tant ma cote est à terre, car le coût politique de votre économie devient exorbitant jusqu'à l'apoplexie. La magie de Toulon, inexplicablement, a cessé d'opérer depuis un certain temps. Se peut-il que mon verbe ait pu ne pas jouer, comme le vulnéraire qu'il a toujours été? Mon discours porte loin, ma parole a sa force, qu'il n'appartient qu'à elle que j'enferme dans mon torse. Ne m'interrogez pas, vous ne pouvez comprendre. Ce sont étranges choses qu'à César il faut rendre. Or, quoi que j'ai parlé, l'économie s'écroule. C'est à n'y rien comprendre, à y perdre la boule. Monsieur le Président, il ne faut point fléchir. Rigueur et discipline sont toujours le navire. Aucune alternative, ou sinon le chaos. Monsieur le Président, je brûle mes vaisseaux. Votre Premier ministre, j'ose le dire enfin, est presque aussi borné que son air est éteint. Non plus ténacité, mais pur entêtement. L'obsession de rigueur, à si mauvais escient, vous conduit au désastre. Et le peuple d'abord. Mais vous n'entendez plus la grâce qu'il implore, car il y a beau temps que cette prévention des têtes gouvernantes a fait disparition. Il n'y a plus qu'un langage que vous puissiez comprendre. Je dois vous le tenir, si je veux vous surprendre. Oublions donc le peuple. Je sais, c'est déjà fait. Et ne voyons les choses qu'en termes de budget. Sous ce seul point de vue, votre manœuvre est fausse et connaîtra l'échec sans que rien ne l'exauce.
tuant l'économie, garrottant la croissance. Elle échoue par le fait de son intransigeance et se porte elle-même le coup le plus fatal, puisqu'elle anéantit ses recettes fiscales. Formidable succès! Splendide réussite! Moins d'impôts collectés, c'est plus de déficit. Voyons donc colmater, vous creusez plus profond. Ce n'est plus un trou, c'est une excavation. Ajoutez que l'Europe, unie mais pour le pire, semble avoir décidé de s'auto-estourbir. Ces rigueurs conjuguées, funestes interactions nous conduisent droit vers la Grande Dépression. Nous voyons à Bruxelles des esprits dévastés, le canon orthodoxe chaque jour psalmodié. Voilà la commission, ce nouveau Saint-Office, imposant à chacun de porter le cilice. Vous êtes grand brûlé? C'est cela qu'il vous faut. Tout entier écorché? Serrez bien jusqu'en haut. Tout cela est fort bien, monsieur l'irresponsable. Mais les marchés exigent notre rigueur durable. Habile subversion des usages des mots. Astucieux pillage de la langue écolo. Durable. C'était pour le développement. Le concept au départ n'était pas bien méchant, de l'appliquer à tout et tiens, à la rigueur, lui ôte pour de bon sa petite saveur. Mais pourquoi se restreindre et pourquoi se gêner? Car le libéralisme ainsi ripolliné, étiqueté durable, magnifique ironie, ne paraît-il ainsi notre meilleur ami? De l'ironie, monsieur, vous n'êtes pas à court. Mais croyez-vous qu'on gère avec de l'humour? Que la rigueur soit dure, je n'en disconviens pas. Mais le marché l'exige, et c'est donc notre loi. Admirable talent pour en si peu de mots ramasser de l'époque le pire des fléaux. Le marché fait la loi, il nous dit nos devoirs. À toutes ces demandes, il nous faut déférer. À la sagesse même, elles sont présupposées. Quand pourtant se verrait qu'elles sont aberrantes, nous nous plierions à sa tutelle incessante. Le peuple souffrira, mais le marché le veut. Mais comment pouvez-vous vous soumettre à ce jeu? Demandez-vous, messieurs, pour qui vous gouvernez. À qui le politique a-t-il à s'adresser? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens? Où sont ses vrais devoirs? À qui doit-il le bien? J'ai peur à vous entendre que sans dessus-dessous, vos esprits, vos idées, désormais, se dévouent à ignorer le peuple et servir la finance. Et du contrat social, affaire d'échéance. Ce douloureux mystère m'est incompréhensible. Quand mon esprit en forme une raison possible, elle est si repoussante, si odieuse à entendre que toute ma pensée refuse de s'y rendre. Vous ne gouvernez plus pour le corps citoyen, et vous avez cessé d'être républicain. Car l'unique devoir que vous reconnaissez ne va plus qu'à ceux-là qu'on nomme créanciers. Nébuleuse entité, frontières incertaines, ce non-corps a pourtant consistance homogène. Son principe est l'argent, son ciment l'intérêt. Il n'a d'autre unité que les prêts qu'il vous fait. Voilà le nouvel être auquel vous vous rendez. Et le corps citoyen, par cet être évincé, la politique même vient à changer de sens. Merci de m'épargner vos fausses véhémences. Inutile récrit, vaine protestation. Tout ce que vous direz ne sera que fiction. Vos actes sont parlants. Surtout leur hiérarchie, qui disent quel est l'ordre où les gens sont servis. D'abord les créanciers, le peuple s'il en reste. Voilà en résumé, la trahison funeste où vous êtes tombés. Terrible forfaiture, qui des marchés aura permis la dictature. Du peuple, je vous ai d'abord cru fatigué. Mais c'est plus radical. Vous en avez changé. Au lieu des citoyens, celui de la finance. Tel est le peuple qui a votre préférence. Il vous fallait au moins ce singulier marxisme pour accoucher si bien. Cet antisocialisme qui, à la dictature du prolétariat, aura substitué celle de l'actionnariat. Et qui, tuant l'internationale ouvrière, célèbre l'internationale créancière. Je réserve à plus tard de connaître la bête qui vous a bien piqué, j'imagine, à la tête. Voudriez-vous de redescendre un instant pour m'aider à boucler tous mes financements? Si j'ai du déficit, où irai-je emprunter? Qui pourra me prêter à part les marchés? Et si je dépends d'eux, comment pourrais-je faire pour de leurs exigences parvenir à m'abstraire? Précisément, monsieur, en n'en dépendant plus.
Que cette idée vous soit tout à fait incongrue, ce sont vos yeux tout ronds qui le laissent paraître. Estomaqué pourtant, c'est moi qui devrais l'être. Que si simple question, que pareille évidence, particulièrement en ces moments d'urgence, ne soit pas aussitôt le centre du débat. Il est vrai que vos dogmes ont bien sonné le glas de tout ce qui pouvait offenser le canon et refusaient de rendre ses génuflexions. Ce passé des marchés est sorti du pensable, comme si leur présence était indépassable. Il est temps de tomber l'interdit de penser, rouvrir la réflexion pour fermer les marchés. N'est-ce pas le principe qui devrait vous conduire quand l'asservissement dont il vous faut souffrir est porté à ce point de pure déraison et vous inflige ce degré d'aliénation? Et comment pourrions-nous accomplir ce miracle? À part prophétiser et échouer les oracles, qu'auriez-vous à nous dire qui soit un peu pratique? De Toulon, vous aussi êtes-vous nostalgique? Auriez-vous à donner un peu plus que des mots? Quelles sont ces allusions, ces propos déloyaux? Je dois souffrir déjà un conseiller dément. Voilà qu'à Matignon, j'ai un extravagant. Cette conversation commence à me déplaire. N'ayez aucune crainte, je la veux éphémère. Votre Premier ministre feint vouloir des idées et je m'en vais à l'instant une ou deux lui donner. D'abord, mobiliser l'épargne nationale, et puis reprise en main de la Banque centrale. Faire acheter la dette par tous nos épargnants est d'abord pour eux-mêmes un investissement. Mais c'est aussi pour vous de la tranquillité. Circonvenant ainsi l'empire des marchés, vous êtes affranchis de toutes leurs foucades, de leurs dictats ineptes, enfin de leurs brimades. Vous n'avez qu'à choisir la finance vorace ou bien à l'opposé, l'épargne carapace. Faisant des citoyens vos nouveaux souscripteurs, le marché à la porte ne faut plus leur malheur. Ah mais ça par exemple c'est plutôt une idée. Monsieur le Président, veuillez je vous prie à ces absurdités ne pas donner crédit. Et la Banque centrale ne pourrait-elle faire une ou deux autres choses que sauver les bancaires? Et notamment ceci, refinancer l'État, lui ouvrir des crédits et aux taux les plus bas. Je sais bien que l'Europe veut nous en empêcher et ne promeut rien tant que le joug des marchés. Mais au moins parlons-en et ouvrons le débat. Pour qui veut bien les voir, des idées? Il y en a. Vous battez la campagne et vous déraisonnez. Contre elle, ces folies font l'unanimité. Celle de vos experts. Sinistre profession. Il est vrai que le dogme a nommé déraison la collection des choses qu'il ne veut pas penser. Il faudrait même dire qu'il veut ne pas penser. Vous souvient-il, monsieur, que pour sauver les banques, il a fallu tout faire, que surtout rien ne manque. Se ruant auprès de l'Institut monétaire, qui est un peu pour elles comme une bonne mère, elles en ont tiré cette orgie de crédit, volume illimité et surtout prix d'amis. Presque 0%. On n'est pas plus aimable avec des fauteurs, avec les coupables. Or voilà que l'État, dont la dette publique qui n'est que de la crise, le contre-coup logique, n'aura droit à aucune de ces facilités. Le pelé, le galeux, ira sur le marché payer du 5%, que ça n'est pas du 10%. Pour du tas de la crise, déblayer l'immondice. Allons bon, ça non plus, je n'y avais pas pensé. Voulez-vous à son comble porter l'ironie? Demandez-vous pourquoi la banque resplendit. C'est que vos chers amis qui empruntent gratis vous reprêtent sitôt, délicieuse malice, à ces taux usuraires qui font les belles marges. Grand merci de leur part de prendre à votre charge plus que leur sauvetage, leur bonheur, leur fortune. Décidément, les banques savent l'art de la thune. Vous les avez sauvées, mais c'est sur votre dos qu'elles se rétablissent. Avant, c'est le plus beau de vous m'originer, vous faire la leçon, puis vous administrer une vraie correction. Car ce sont elles qui, souscrivant tous vos titres, de votre discipline se déclarent l'arbitre. Avez-vous remarqué cet étonnant toupet qui les aura conduites à faire les roquets de la sainte rigueur et de l'austérité, et pourquoi pas de la responsabilité? Or, contre vous, messieurs, les voilà qui spéculent, à moins qu'il faille dire un autre mot en hule. Quand, à vos propres frais, vous êtes massacrés par celles qu'on croyait être vos obligés. De
Quelle subversion! Êtes-vous l'auxiliaire? J'essaie de regarder et d'avoir les yeux ouverts. Vos propos sont grinçants et ne mènent à rien. Je les crois les prémices de votre destin. Car faites le bilan de tous vos manquements et vous verrez venir le grand retournement. Non celui des marchés, cette aimable bluette qui vous paraîtra telle, si le peuple décrète que c'est son tour à lui d'enfin se retourner. Il est certain que vous n'avez rien ménagé pour que se réalisent vos propres cauchemars. Des banques, vous vous faites le fidèle accessoire. Étonnez-vous de partager leur discrédit. C'est eux qui rivalisent dans l'impéritie. Que pouvions-nous faire? C'est votre sorte de péché originel de n'avoir pas voulu briser la citadelle. Il fallait l'investir quand elle était en flammes. Elle était désarmée au bout de votre lame, quémandant le secours en haillons lamentables, sans discussion possible, avérée responsable. Vous pouviez en faire tout ce que vous vouliez. Qu'avez-vous fait de cette possibilité? Moi, je suis allé faire un discours à Toulon, et j'ai bien réclamé la moralisation. Résurgence de crétinisme triomphant. Mais résumé complet, à sa façon brillante. Alors que la finance était bonne à mater, vous n'avez rien fait d'autre que la réarmer. Le bourreau s'est changé en une providence. Prenez quelques reculs, observez la séquence. Crise de la finance, sauvetage public, explosion de la dette, rigueur hystérique. Et comme d'habitude, à qui va l'addition? Qui donc de la farce pourrait être le dindon? Le peuple a le dos large, la chose est entendue. Attention tout de même qu'accabler il ne rue. Salariés, licenciés, contribuables, usagers, de toutes ces façons de le faire banquer, il en est peut-être une qui est celle de trop. De ce jour-là, inutile de crier au complot, à moins de penser à celui que vous armâtes et dont vous fîtes tout pour qu'enfin il éclate. Monsieur le Président, des émeutes partout! Mais enfin, pourquoi donc que vous vous affolez-vous? Vont-ils à la nation ou à la République? Ni l'un ni l'autre! Hélas, Hamas est anarchique! Elle a soupé des cortèges inoffensifs et a maintenant pris son parti convulsif. Sur les grands boulevards, ils s'en prennent aux banques! Je crains que de génie vous ne soyez en manque. Livrant la société au joug de la finance, finalement devaient venir les conséquences. En voilà, semble-t-il, la manifestation. Je vois bien dans vos yeux votre stupéfaction. Quoique vous ne puissiez en cerner les motifs, depuis longtemps ces faits sont pour vous hiéroglyphes. Vous êtes étonnés. Le peuple est en pétard. La vraie surprise étant qu'il s'y mette si tard. Car si le corps social est plutôt bonne pâte, il n'est pas pour autant d'une humeur toute plate. Il est vrai que capable d'endurer longtemps, il induit en erreur tous les gouvernements, trop pressés de le croire sans limite élastique. Or, comme tout le monde, il a ses points critiques. Vienne l'abus de trop ou l'incrément odieux, et le seuil est franchi. Et soudain, tout prend feu. Le pouvoir sidéré qui n'y a rien compris contemple interloqué et d'un air interdit le désastre qu'il a lui-même préparé. L'innocence jointe à la bêtise éberluée. La colère du peuple est comme un réservoir, longtemps se remplissant sans rien laisser voir. Et puis un jour soudain vient le litre de trop qui fait rompre la digue et libère les eaux. Voilà que je m'y perds dans mes analogies. Ici le tsunami, à l'instant l'incendie, mais vraiment peu importe. L'essentiel est ailleurs. Ce système périt sous trop de déshonneur. Il a accumulé scandale et discrédit à un point de dégoût, voire d'ignominie. Élites corrompues, possédants aveuglés, ont été incapables de le modérer. Il lui suffit pourtant de peu de concessions pour tenir en lisière les exaspérations. Mais le libéralisme, l'hubris du capital, ont ouvert une époque signée de bacchanal,
Une époque offerte à l'envie des parvenus, des puissants libérés de toute retenue. Pour avoir tout voulu, ils risquent de tout perdre. On les verra sous peu, tel Ubu, crier merdre. Ce mot de la vanille, qui giflant l'arrogance dessille le mirage de la toute-puissance. Elle laisse ceux qu'alors elle a si bien trompés, au milieu de leur ruine. Quoi est désemparé? À mort les banquiers! Place au peuple! Place au peuple! Place au peuple! C'est l'insurrection qui vient! Ah, d'un retournement l'autre, l'histoire a ses relèves. Fuyez quand il est temps. Le goudron se soulève. D'un retournement à l'autre, l'histoire a ses relèves. Fuyez quand il est temps. Le goudron se soulève.